Bonsoir à tous et à tous. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Regard. On va parler cette fois-ci de la politique, mais aussi un peu d'histoire. Et on va essayer de donner des explications beaucoup plus profondes, philosophiques et même intellectuelles à certains événements que nous connaissons en Algérie et dans le monde. Nous avons l'habitude de connaître Sofiane Djilali, mon invité de ce soir, comme homme politique de premier plan depuis de très longues années. Aujourd'hui, on va le connaître sous une autre forme, une autre facette. C'est l'intellectuel, l'écrivain qui, en plus de se prononcer sur l'actualité, sur le factuel, il produit des idées. Il écrit des livres, d'abord pour expliquer sa vision de la situation dans le pays, mais aussi dans le monde. On va parler donc de l'actualité politique, puisque l'élection présidentielle s'est déroulée, comme vous le savez, le 7 septembre. On ne l'a pas encore entendu, même si son parti a fait un communiqué très, très éloquent sur la question. Mais aussi, on va parler de son dernier ouvrage, La modernité, genèse et destin de la civilisation occidentale, contemporaine, sorti chez les presses du Chilef, chez notre ami Ali Laïb, que je salue, et qui parle de l'histoire, de comment est-ce que l'Occident est passé de l'archaïsme ou de la préhistoire à la modernité que nous connaissons actuellement. Et il a essayé de faire une lecture historique, même si cela n'est pas possible dans un ouvrage de près de 300 pages. Mais il va écrire un autre livre pour donner plus d'explications et surtout faire le lien avec ce qui se passe dans notre pays. Sofiane Djilali, bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si j'ai bien présenté un peu les choses, même si c'était un résumé. On va revenir faire le livre dans peu de temps, mais juste deux questions sur l'actualité, si vous permettez. Oui, je vous en prie. Alors, quelle lecture faites-vous de l'élection présidentielle, même si le communiqué de votre parti a été éloquent, puisque vous n'aviez pas participé à l'élection, estimant que les jeux étaient faits d'avance et qu'il ne fallait pas et que ça n'avait pas de sens de participer. Voilà. Et votre critique a été très très dure contre l'issue de l'élection présidentielle. Quelle lecture en faites-vous rapidement? Je ne sais pas si la critique a été spécialement dure, mais je pense qu'on a essayé d'être lucide et de dire la vérité. Cette élection, il faut non pas la lire comme un événement isolé, mais comme étant dans une suite qui a démarré au moins en 1989. Tout le monde se rappelle les événements d'octobre 88 et ce qui s'en était suivi, la fin du parti unique et avec à ce moment-là la constitution de février 1989, c'était l'ouverture au multipartisme. Il faut dire qu'à ce moment-là, il y avait un grand enthousiasme, il y avait cet espoir de voir l'Algérie devenir un État de droit, qui laissait s'exprimer la multitude et la multiplication de ses atouts, qu'ils soient culturels, identitaires, etc. Malheureusement, on s'était inscrit dans un cycle qui petit à petit a dégénéré. Bon, ça a démarré avec le dérapage terroriste dans les années 90, puis ce que j'avais décrit sous forme de traumatisme de l'État et la peur de l'ouverture par rapport à la volonté populaire, et de ce fait, le pouvoir a toujours contrôlé le fonctionnement de l'État et, gardant une image de démocratie, a toujours voulu maintenir l'Algérie entre des balises pour éviter ce que le pouvoir a toujours considéré comme de graves dérapages qui pouvaient remettre en cause la viabilité de l'État algérien. Le problème est que petit à petit, au lieu de s'en sortir par le haut, on a fini par subir, comme dans une force d'inertie, ce système, et on voit bien qu'on est à la fin de ce cycle. On est à la fin de ce cycle pour plusieurs raisons. D'abord, le système qui a conduit le pays depuis au moins 1962 n'a pas su se renouveler. Nous avons raté donc 1989 et l'ouverture démocratique, puisque ça s'est retourné contre nous finalement. Sur le plan économique, nous sommes toujours dans la même structure mentale où c'est l'État qui contrôle tout par le biais de l'administration et en faisant agir éventuellement la justice. Et donc,
nous sommes restés embrigadés dans une vue qui n'est même pas idéologique au fond, mais qui est plus sécuritaire. Comment essayer de contrôler le pays, et à chaque fois qu'il y a une tentative de sortir de la bulle, on va de nouveau l'enfermer. La dernière tentative a été le Hirak, bien entendu, qui avait donné une image incroyable de l'Algérie et qui aurait pu être un autre grand tournant pour aller vers cet état de droit et cette démocratie dont chaque Algérien a le désir d'atteindre. On voit bien que finalement, après 2019, le système, par sa force d'inertie, a repris le dessus et que petit à petit, malgré toutes les bonnes volontés, malgré les velléités des uns et des autres d'améliorer ou de changer, mais finalement, les anciens conditionnements sont revenus et petit à petit, on a enfermé de nouveau la société. Voilà un peu ce que le 7 septembre dévoile, parce que au-delà des chiffres qui ont été annoncés, et on sait derrière quel, quel rôle scénique ont joué les uns et les autres, mais tout le monde sait que les Algériens n'ont pas voté. La masse des Algériens n'a pas voté. Est-ce que c'était un message politique ou c'était juste parce qu'on a l'habitude de ne pas voter? Parce que c'est ce qu'essayent de dire certains cercles du pouvoir. Non, mais pourquoi les Algériens ne votent pas à un taux significatif depuis maintenant bien longtemps? Mais c'est en train de s'aggraver. Et on ne peut pas faire semblant que les Algériens que moi personnellement j'ai rencontrés le samedi matin partout en ville, mais pas au niveau des bureaux de vote. Il y a une signification. Il n'y a pas eu une rébellion, il n'y a pas eu une réaction violente, il n'y a pas eu d'ailleurs d'appel au boycott. Il n'y a pas eu d'empêchement. Il n'y a pas eu d'empêchement, rien. Mais les Algériens ne se sont pas sentis concernés par ce vote. Or, la Constitution dit normalement que le pouvoir est constitué sur la base de la souveraineté populaire. Mais si le peuple ne veut pas s'exprimer, donc il n'y a plus de souveraineté populaire, on doit se poser ces questions de fond. Et c'est là où, personnellement, j'avais appelé à plusieurs reprises le pouvoir à accepter d'ouvrir un débat. Ça ne signifie pas qu'il faille se rencontrer, parce que le président de la République ou une commission qui va rencontrer des gens, on va redire la même chose, ça ne sert pas à grand-chose. En réalité, il faut que le pouvoir, maintenant, s'ouvre sur la société, qu'il accepte que des courants différents, contradictoires, qui puissent apparaître en plein jour, qui puissent parler avec la population et que par le débat, on finit par créer non pas un consensus, parce qu'on ne va pas revenir sur la pensée unique, mais au moins un accord général qui permette aux uns et aux autres d'agir en toute liberté, de défendre leurs opinions, sans attenter ni à la stabilité de l'État, ni à ses textes fondamentaux. Mais il faut que le pays évolue maintenant. On ne peut plus rester sur le même rythme sur lequel on a vécu depuis des années. Lors de vos récentes sorties médiatiques, vous avez exprimé une opinion qui va dans le sens où vous avez l'impression que le pouvoir n'a pas compris le message des Algériens. Est-ce que c'est toujours le cas pour vous? En tout cas, le pouvoir ne donne aucun signe pour dire aux Algériens « je vous ai compris ». Moi, j'attendais à ce que le président de la République, lors de sa première sortie, parle franchement. D'ailleurs, dans notre communiqué, on disait il faut que l'Algérie revienne à la vérité, à sa vérité. C'est-à-dire qu'on sache exactement où nous en sommes et qu'il ne s'agit pas de décrire simplement un narratif avec les bonnes choses, mais on tombe dans une forme de propagande mais qui ne prend plus, qui ne tient plus. On voit bien que même les médias ont perdu leur autorité morale, ils n'ont plus de crédibilité conséquente à l'intérieur du pays. Et les Algériens, finalement, vont s'abreuver dans des discours d'une opposition radicale, souvent nihiliste, parfois destructrice,
parce qu'ils ne trouvent pas un minimum d'informations viables ici. Mais ça, c'est une erreur stratégique, fondamentale. Finalement, le pouvoir aide cette opposition ou ce discours d'opposition et ces ennemis multiples qui sont à l'étranger en leur envoyant la conscience des Algériens qui se fixe sur eux. Les gens, maintenant avec Internet, les gens vont chercher l'information là où elle se trouve. Malheureusement, on ne trouve pas forcément une information vraie. On va trouver des informations biaisées. Mais si en face, dans le pays, on ne trouve plus rien du tout, ni à la chaîne, dans les chaînes de télévision, ni à la radio, ni dans les journaux, eh ben, les gens vont aller chercher une information, même si elle est biaisée. Et ça travaille contre l'intérêt de l'Algérie. Alors, pour faire une transition sur le livre, vous parlez tout à l'heure de la peur qu'ont certains au pouvoir de la dislocation de l'État. Est-ce que là, on parle de l'État ou du pouvoir, précisément, lorsqu'ils agissent comme ça? Ils disent parce que le discours dominant, c'est de protéger le pays contre les périls, ainsi de suite. Est-ce qu'on parle du régime politique ou on parle de l'État? Oui. Il est très difficile pour le commun de faire une séparation dans la tête entre ce qu'est un État et ce qu'est un pouvoir. L'État, en réalité, c'est une émanation d'une population, c'est une organisation qui permet au groupe d'ordonner ses affaires. Et donc, on a des structures administratives, des structures qui relèvent de la justice et surtout des structures qui relèvent de la dimension sécuritaire, parce qu'il faut sécuriser le groupe grâce à une armée en général, et on sécurise le groupe à l'intérieur pour qu'il n'y ait pas des déviances grâce à une sécurité intérieure, police, etc. Mais cet État est un outil, et cet outil peut être entre les mains d'un pouvoir qui n'est pas forcément représentatif des intérêts de la nation. Et c'est là où se pose un problème. Lorsque ce groupe qui détient les clés de l'État, soit il travaille pour son intérêt en tant que groupe, soit il peut, dans certains cas, je ne parle pas de l'Algérie, mais dans certains cas, ces groupes-là travaillent même pour des puissances étrangères. On le voit aujourd'hui, l'actualité dans le monde nous donne un tas d'exemples où des pays sont en train pratiquement de se suicider pour l'intérêt d'un autre pays. Et on voit bien que ces élites-là sont complètement inféodées aux intérêts étrangers à leur pays. Donc voilà, un État, c'est un outil qu'il ne faut absolument pas attaquer, il ne faut pas détricoter, il ne faut pas l'affaiblir, mais il faut qu'on puisse faire une différence avec ce qu'est un pouvoir. Et là, on est en droit de critiquer le pouvoir, parce que le pouvoir a en charge la gestion quotidienne de l'État. Donc la critique peut être orientée sur ceux qui gèrent l'État et non pas l'État en tant qu'entité. Alors, c'est à peu près un des chapitres de ce livre, justement, cette histoire-là de la naissance des États-nations. Dans cet ouvrage, vous voulez mettre en lumière aux lecteurs algériens qui vont vous lire le cheminement de la civilisation occidentale telle qu'elle est actuellement et comment elle est arrivée là. Et vous racontez qu'au début, par exemple, que la majorité des États, bon, je schématise un peu, je résume, c'est qu'à la sortie au début de l'ère moderne, de l'ère convenue, je l'ai découvert ici, je ne savais pas, oui. Parce qu'on parlait avant Jésus-Christ. Et après, là, vous dites de l'ère convenue, c'est ça? Oui, non, mais ça c'est une dénomination, on va dire, académique, classique, pour sortir d'une division à connotation religieuse. Avant ou après Jésus-Christ, c'est devenu l'ère commune, puisque le monde entier fonctionne sur l'ère commune, l'an 1. Voilà. Et on découvre, et moi je pense que ça va être, selon l'introduction, ça va être l'objet du prochain livre, ce que vous décrivez par exemple de l'Europe, de l'Occident en général, du Moyen-Âge, c'est ce que vivent une bonne partie des pays musulmans où la religion est prééminente et opprime tout. Oui. D'abord, si vous permettez juste l'explication de pourquoi ce sujet-là, parce que beaucoup d'Algériens peuvent se dire pourquoi un homme politique algérien
qui s'intéresse et qui milite en Algérie, pourquoi il s'intéresse à la civilisation occidentale contemporaine? C'est loin de chez nous, etc. En réalité, le thème de la modernité en général a été posé dans le monde musulman très tôt, dès la fin du 19e siècle. Et là, il y a eu beaucoup d'auteurs de le mouvement réformiste, puis le mouvement réformiste, etc. Et donc, le problème est pourquoi le monde musulman a décroché par rapport au développement du monde occidental. Et ce décrochage est apparu à peu près au XVIIIe siècle. 18e, 19e siècle. Dans le cas de l'Algérie, on a été colonisé en 1830. Et donc, l'Europe, soit à travers la France, qui était l'un des États les plus puissants, ou l'Angleterre, également, qui était un très grand empire, mais aussi d'autres, préalablement l'Espagne ou même l'Allemagne. Pourquoi ces pays-là, en Occident, se sont développés aussi vite, aussi loin, aussi haut? Comment se fait-il qu'ils aient pu maîtriser la puissance de la nature? Ils ont dominé les sciences. Et pourquoi nous, monde musulman, nous sommes dans cet état de faiblesse où nous subissons toujours la puissance des autres? Nous sommes dans un état, en fait, de sous-développement. Et chacun a essayé d'apporter son explication. Donc, en tant que politique, qui m'intéresse forcément à l'avenir de mon pays, je me suis dit, je vais essayer d'expliquer comment on pourrait accéder à un monde moderne. Et donc, pour cela, il faut le définir, ce monde moderne. Et en essayant de le définir, je me suis rendu compte qu'il fallait 1 an et demi de travail pour arriver à ce résultat et que je ne pouvais pas, dans l'immédiat, répondre à la question « Quel choix pour l'Algérie ?» En fait, donc c'est un livre, celui que vous avez entre Il est beaucoup plus pédagogique d'ailleurs. Oui, mais qui prépare le livre suivant qui, lui, va essayer de déterminer qu'est-ce qui est bon finalement dans la modernité et que nous pouvons récupérer, qu'est-ce qui est possible de récupérer, qu'est-ce qui est impossible et quelles sont éventuellement les erreurs à ne pas commettre. Donc voilà l'idée, c'est que si je m'intéresse à la modernité, c'est pour demain proposer quelque chose à notre société pour lui dire la société algérienne qui a été une société traditionnelle et qui, à partir des années 70, en tout cas après l'indépendance, elle a voulu se moderniser. Le problème, c'est qu'on a confondu entre une modernisation matérielle avec une modernité qui est portée, qui est pensée. Or, la modernité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer il y a, pour moi, et c'est peut-être la lecture originale de ce livre par rapport à d'autres. Ce n'est pas l'effet, l'histoire que j'apporte comme quelque chose de nouveau, mais c'est cette perspective d'analyse qui est nouvelle. Il y a 4 grands piliers pour la civilisation. D'abord, vous avez nécessairement un imaginaire collectif qui devient cohérent et qui devient fertile parce qu'il est la matrice de ce qui suivra. Et cet imaginaire ne peut être formaté que par une spiritualité, une religion. En quelque sorte, c'était le cas de la religion chrétienne pour l'Europe. C'est le christianisme qui a unifié l'Europe, qui lui a donné une vision, qui lui a donné un sens, qui lui a donné une orientation, qui a agi sur les valeurs anthropologiques des populations et qui a fait qu'elle a créé cette base de départ. Deuxième pilier, ce sont les États. Et les États ne sont pas venus comme ça en un clin d'œil. Les États sont venus à en couronner un processus qui a pris du temps, où souvent les guerres, les conflits, etc. étaient le moteur de la construction de ces États. Et certains États, par exemple en Europe, ne se sont unifiés qu'au XIXe siècle. Très tardivement, si on voit 1864 ou 65 pour l'Italie, 1871 pour l'Allemagne, etc. Et après des crises très particulières.
Donc, lorsqu'on dit que l'Algérie n'existait pas ou elle existe, tout ça c'est de la rhétorique juste pour nous affaiblir en tant qu'État. On voit bien que des États extrêmement puissants en Europe ne se sont constitués que très tardivement. Préalablement, il y avait des empires, en particulier l'empire austro-hongrois jusqu'au début du XXe siècle. Hein. Mais des empires avant, l'empire des Habsbourg ou l'empire romain germanique, le Saint-Empire romain germanique avec Charles Quint au XVIe siècle, etc. Donc les États sont une nécessité absolue en tant qu'État moderne. C'est-à-dire vous avez le droit qui gère les affaires publiques, vous avez une monnaie qui unifie le commerce, vous avez la justice qui règle les problèmes à l'intérieur, et vous avez bien entendu la dimension sécuritaire. On peut même rajouter dans la dimension sécuritaire, par exemple, la santé. Avoir une population en bonne santé, ça fait partie aussi. Et ça c'est moderne, ça c'est récent, ça à l'époque. C'est ce que je dis. Un État moderne, pour comparer par rapport aux anciens États qui, eux, n'étaient pas dans la modernité, puisque ce livre traite comment la modernité a été générée. Donc, on a dit une unification de l'esprit. Par la religion. Par la religion. Avant les schismes qui sont intervenus. Voilà. Après, on parlera des conséquences et de l'actualité, de la modernité et de la postmodernité éventuellement. Parmi les choses, justement, à éviter absolument. Il y a eu la construction des États modernes. Donc, le droit, la réglementation, l'administration, la monnaie, la justice, etc. Ensuite, vous avez la formation de la nation. Et la nation... Et là, vous précisez comment c'est la différence entre la nation et les États. Absolument. Et la nation, elle relève d'un autre processus qui n'a abouti que au XVIIIe siècle pour les premières nations, XVIIe un peu pour l'Angleterre qui a commencé, XVIIIe pour la France avec la Révolution française 1789, et un peu plus tard pour les autres nations jusqu'au XIXe siècle pour l'Allemagne, etc. Et la nation vient du fait qu'il y a une reconnaissance, une identification des populations par rapport à son histoire, par rapport à son passé, par rapport à des générations, etc. Et quatrièmement, le quatrième pilier extrêmement important, c'est la dimension économique. Et là, j'ai pas besoin de réexpliquer ce qui s'est passé aussi au XVIIIe siècle en particulier, mais avec la révolution industrielle extrêmement importante qui a démarré. Et vous expliquez d'abord, c'était la féodalité d'abord, c'était absolument des grandes propriétés voilà. Donc, et comment s'est déclenchée cette révolution industrielle, comment l'énergie a joué un rôle extrêmement important, et tout ça, ça s'explique aussi par des faits historiques, par des faits géologiques aussi, etc. On ne peut peut-être pas rentrer dans tous les détails. Mais ce que je voulais dire, c'est que ces quatre piliers sont en fait l'expression ou la manifestation dans le champ social de dispositions humaines. Je m'explique. La dimension étatique, pourquoi les êtres humains, les collectivités, les groupes humains ont créé des États, on est arrivé à cette solution-là. C'est qu'il y avait d'abord un besoin sécuritaire. C'est un besoin psychologique. Vous avez ce besoin très tôt, votre intégrité physique, vous avez besoin de l'intégrité de la famille, vous avez l'intégrité du groupe, du village, et puis etc. Et ce besoin-là fait que les humains se sont organisés de manière à faire face au danger. Que le danger vienne d'autres groupes humains qui voudraient vous prendre vos biens ou attenter à votre vie, mais aussi contre la nature, contre, je ne sais pas moi, il peut y avoir des phénomènes naturels différents, climatiques ou autres. Donc le besoin de se protéger a petit à petit amené l'homme, le Homo sapiens, à créer un moyen pour se défendre, et ce moyen, dans sa forme finale, moderne, c'est l'État. Un autre
élément psychologique, c'est que l'être humain a pris conscience très tôt, Homo sapiens, hein, dans l'histoire de l'être humain, depuis au moins 200 000 ans, pour ne pas remonter aux premiers hominidés depuis 2 millions d'années. C'est qu'il s'est aperçu que tout le monde allait mourir et que l'être humain ne veut pas de la mort. Et on est pris dans cette angoisse existentielle et on a toujours recherché une explication et une vie après la mort. Donc très tôt, avant les religions monothéistes, avant la venue du judaïsme ou du christianisme et de l'islam, en tout cas dans la zone géographique qui est le Proche-Orient, puis jusqu'à l'Europe et maintenant tous les pays monothéistes, mais il y a eu aussi dans toutes les autres religions d'autres formes de religion, parce que le besoin de religion, de spiritualité est inné. Parce qu'il y a toujours la dualité d'explication de la vie et de la mort que l'homme n'a jamais pu expliquer. Donc voilà. Il y a la recherche de Dieu. Voilà. Et donc cette recherche-là, cette dimension, a petit à petit s'est cristallisée sous forme de religion, et en particulier quand il y a des religions révélées. Donc, et ces religions vont harmoniser l'imaginaire de ces populations et devenir la base d'une culture. Parce que la culture, elle provient pour l'essentiel de la religion. Vous avez un autre élément, la nation. Pourquoi elle se forme? Avant qu'il y ait la nation, il y a dans l'ordre ontogénique, c'est-à-dire de formation, il y avait l'ethnie, mais avant l'ethnie, il y avait les groupes, les tribus, il y avait les groupes humains, il y avait la horde, il y avait le clan, il y avait la famille. Donc à chaque fois, l'être humain ne peut pas vivre seul. Il a commencé d'abord par s'entourer par les plus proches, et petit à petit, on a élargi par identification. C'est-à-dire, on se ressemble, on se comprend, on a les mêmes codes dans la vie, la géographie, le climat, les contraintes que nous vivons nous rassemblent et donc on finit par développer un élément affectif. Donc la nation est le produit de l'affectivité de l'être humain et non pas de la rationalité, par exemple. La nation n'est pas en relation avec la rationalité. Contrairement à l'État qui... Voilà. L'État qui est rationnel, parce que justement, il provient du fait que l'être humain, pour se sécuriser, doit inventer les moyens d'organisation. Et enfin, le quatrième pilier, ça s'explique très facilement. Depuis que l'homme est homme, il a besoin de se nourrir. Pour se nourrir, au début, les chasseurs-cueilleurs se suffisaient de prendre de la nourriture là où elle se trouvait. Mais très rapidement, avec le développement démographique, l'homme a eu besoin de maîtriser la production. D'abord agricole, puisque le néolithique a commencé avec la maîtrise, la domestication de l'agriculture, des animaux domestiques, et petit à petit, par l'agriculture, ça a donné ensuite l'artisanat qui s'est développé en secteur secondaire, puis l'industrie, etc. Et donc, à chaque fois, ce que j'ai essayé de faire était de cette évolution qui commençait par une aptitude humaine, biologique, pour créer dans le champ social une réalité qui, à la fin, allait converger pour donner, en Occident en tout cas, le monde moderne. Voilà, en gros, comment ça s'est constitué. Maintenant, le monde moderne, puisqu'il a démarré au XVIe siècle, la fin du Moyen-Âge, puisque... Il y a une accélération, parce qu'avant, c'est ça. Le temps s'est écoulé, était lent, mais il n'y avait pas grand-chose à part, les guerres, à part le... Bien sûr. Mais il y a eu ce début de renaissance au XIVe siècle. J'explique pourquoi il y a eu cette remise en cause aussi de l'hégémonie de l'Église avec les grandes difficultés du XIVe siècle. À partir de 1317, 18, il y a eu la petite ère de glaciation, la famine, la grande peste noire en 1348. Qui a même touché l'Afrique du Nord, hein, la peste noire. Et donc, la population européenne, qui était l'une des plus puissantes dans le monde, parce que dans le 12e, 13e, 14e siècle, vous aviez 3 grands pôles. C'était la Chine, l'Inde, aux alentours, hein, autour de l'Indus, et l'Europe.
L'Europe était jusqu'à 80 millions d'habitants en 1300. Et c'est descendu jusqu'à... À la moitié. La moitié, en quelques il y a années. 45 millions à peu près à la fin du XIVe siècle. Et donc, tous ces bouleversements, plus la crise énergétique, les forêts étaient détruites, ils ont commencé à utiliser le Vous charbon. dites qu'en France, il y a eu 80% de forêts en moins Absolument. Absolument. en quelques années, en moins d'un siècle. C'est ça, parce que l'augmentation démographique à partir du 14e, 15e siècle a ensuite fait que la consommation des ressources naturelles est devenue beaucoup trop puissante. Et donc, il y a eu la recherche du charbon, après la découverte du pétrole, etc. C'était pour vous dire que, à partir de 1492, que les historiens fixent à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, ou peut-être plus rationnellement à partir de 1517, quand Martin Luther avait publié les 95 thèses du protestantisme, l'Europe est rentrée dans un conflit religieux très grave qui a mené à des guerres sanglantes. On va revenir dans la deuxième partie sur cela. Moi-même, j'ai vu des similitudes justement entre cette période-là, au-delà des aspects économiques et historiques, notamment sur l'utilisation de la religion et ce qui se passe dans le monde musulman d'aujourd'hui. Oui. Et c'est probablement pour ça que vous allez continuer le deuxième ouvrage. On va revenir dans un petit moment, on va continuer la discussion passionnante avec Sofiane Djellali. Ne partez pas loin. Chers téléspectateurs, bonsoir. Donc, heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie de l'émission Regard, où je reçois Sofiane Djellali, enfin qui me reçoit ici dans son bureau. On parlait de son livre, donc La modernité, jeunesse distincte de la civilisation occidentale contemporaine. Donc, on a fini la première partie, Sofiane Djellali, sur le poids de la religion à partir du Moyen-Âge. Comment ça s'est concrétisé rapidement pour passer à d'autres sujets? En réalité, ce qui s'est passé, c'est que à la fin du Moyen-Âge, la puissance de l'Église est devenue hégémonique. Et les populations ont fait la différence à ce moment-là entre la foi chrétienne qu'ils avaient avec l'Église qui est devenue un intermédiaire. Donc l'Église s'est appropriée en réalité la parole divine et c'est elle qui avait qui régissait tout, qui régissait les esprits, les âmes et qui régissait même la politique, puisque y compris l'économie, puisque l'Église était propriétaire de grands domaines, propriétaire de beaucoup d'espace et qui prélevait la dîme, 10% à peu près de ce que produisaient les paysans lorsque c'était des paysans libres. Et sinon, vous aviez beaucoup de paysans qui étaient sous la féodalité et là, c'était des prélèvements à 50%. Bref, pour ne pas rentrer dans le système social même de l'Europe du Moyen-Âge. Mais le fait est que il y a eu des élites qui ont commencé à dire il suffit maintenant que la dimension religieuse intervienne dans l'espace politique. Et que surtout, ils entraient dans une phase où la science avait sa place. La science, c'était l'esprit rationnel, c'était ne plus croire à des choses qu'on ne pouvait pas prouver. Donc, il faut prouver les choses, il faut les recenser, il faut les connaître, il faut les disséquer, il faut les maîtriser. Et petit à petit, les différentes contraintes ont fait que les populations donc ont peu à peu suivi ce chemin, d'autant plus que la grande faille à l'intérieur du christianisme, c'était que les protestants qui sont apparus, donc en 1517, le protestantisme a été mis en place par la Réforme. À partir de 1517, qu'est-ce que dit le protestantisme? Il dit d'abord, on ne veut plus qu'il y ait d'église entre le croyant et le divin. Vous voulez une relation directe entre l'humain et son... Voilà, il n'y a plus d'intermédiaire. Deuxièmement, comme il n'y a plus d'intermédiaire, il faut que les croyants puissent avoir accès aux textes religieux, donc à la Bible et aux évangiles. Et à partir de ce moment-là, il faut que les populations apprennent à lire et à écrire, ce qui était pratiquement interdit sous l'autorité de l'Église catholique. Qui était réservé aux gens de l'Église. Voilà, parce que l'Église catholique estimait que lire et écrire était un moyen extrêmement puissant et qu'on ne pouvait pas le donner au peuple. Et que ça restait entre les mains
des clercs sachant les Écritures, ou les prêtres, les cardinaux, etc., de manière à monopoliser le savoir. Et ce qui fait qu'à ce moment-là, toute personne qui avait besoin de savoir ce qui, dans son comportement religieux ou autre, fallait qu'il passe par le prêtre. Hein? Et on peut faire un peu le parallèle. Donc, Martin Luther, il dit, bon, non, tout ça, ça suffit. On va apprendre à lire et à écrire à tout le monde, et tout le monde pourra avoir accès à la Bible. Il pourra se faire une idée. Et pourra se faire une idée. Bon, à partir du moment où il y a eu l'encouragement de la lecture, et ça correspondait aussi avec l'invention, en réalité pas l'invention, mais la reprise par Gutenberg de la presse pour éditer les livres, pour imprimer les livres, donc l'imprimerie. La presse d'imprimerie qui existait déjà en Chine, qui existait dans d'autres régions du monde. Donc l'Occident a beau dire que c'est lui qui a créé l'imprimerie, c'est pas vraiment l'imprimerie moderne, mécanique, mais les Chinois, c'était beaucoup plus le parchemin et puis le papier, oui, qu'ils ont inventé. Le papier et l'encre. Développé par les musulmans. Même l'encre, etc. Mais ce qui est important à dire, c'est que le livre est devenu beaucoup plus facilement imprimable, donc les gens pouvaient avoir accès aux documents et ils étaient poussés à apprendre à lire et à écrire. Et de ce seul fait, les idées ont commencé à se répandre. Et en particulier, les nouvelles idées scientifiques. L'Église a essayé de contrecarrer. Tout le monde connaît l'histoire de Giordano Bruno qui a été brûlé sur le bûcher parce qu'il avait simplement dit que ce n'est pas la Terre qui est au centre de l'univers, mais c'est le Soleil. Et que ensuite il y a eu Galilée, il y a eu beaucoup d'autres, mais peu importe, je pense ceux qui s'intéressent connaissent un petit peu cette histoire-là. Donc l'Église a voulu empêcher que la science progresse, mais finalement, la science, les scientifiques, la dimension rationnelle a commencé à submerger la pensée occidentale européenne à ce moment-là. Et puis surtout, en parallèle, le développement de l'industrie, le développement de la machine à vapeur, ensuite le textile, etc. C'est la source de tout, carrément. C'est un boom. C'est ça. Plus le besoin de trouver des marchés, de trouver de la matière première, de trouver le charbon pour alimenter les usines, etc., a poussé les États à ce moment-là à favoriser les grandes aventures en mer, d'où la découverte de l'Amérique, puisque la découverte de l'Amérique, tout simplement au début, l'Europe avait l'intention d'arriver en Inde sans passer par les pays musulmans, qui, par le Proche-Orient... Il se dit que c'était par hasard que Christophe Colomb était... Absolument. Il pensait contourner, en fait, faire le tour du globe et se retrouver de l'autre côté pour trouver l'Inde, puisqu'il ramenait des épices, il ramenait de la soie... C'est comme ça qu'il a appelé les populations autochtones indiennes, d'ailleurs. Voilà. Et donc, ils se sont heurtés au continent européen dans leur trajectoire. Américain. Dans leur trajectoire. Donc, tous ces éléments ont fait que, petit à petit, l'Occident a pu réunir cette puissance-là de transformation et refusant de se dire « nous ne sommes que de simples créatures, nous pouvons nous maîtriser la nature, elle nous appartient et on va faire ce qu'on voudrait en faire ». De ce seul fait, déjà, il y a eu ce déclenchement psychologique qui a petit à petit mené à ce qui est appelé ensuite la modernité. Et puis il y a eu les Lumières, la remise en cause du Dieu d'abord. Bien sûr, parce que au-delà des 4 piliers dont on a fait part au début de l'entretien, il y a une dimension intellectuelle, cognitive, donc où la science, les philosophes, les penseurs, les critiques, la littérature, tout ce monde-là, petit à petit, a commencé à bouger. Et donc, petit à petit, ils ont transmis une nouvelle lecture du monde, une nouvelle vision du monde, où l'être humain n'était pas simplement de passage et qu'il subissait une création et où il n'avait pas vraiment la liberté d'agir.
à un homme qui était libre de ses actes et qui, pour ceux qui étaient croyants, qu'il allait être jugé sur ses actes et non pas une vie qui était prédestinée et définie par le Créateur. Et là, justement, vous développez tout un chapitre sur la vision qu'avaient les humains de Dieu. Oui. Du temps où l'Église était dominante et par la suite, et on a fait de Dieu beaucoup plus un élément de réflexion qu'un personnage omnipotent qu'on imagine dans la majorité des religions. Parce que dans l'imaginaire des gens, au Moyen-Âge, on pensait qu'on avait l'image, c'est quoi Dieu? Dieu, c'est comme le roi, il est assis sur son trône. Au septième ciel, en train de surveiller les humains. Au septième ciel, et il gère les humains. Et il gère toute la vie. Ensuite, cette image un peu infantile est tombée et petit à petit, on est arrivé à faire une abstraction. C'est-à-dire Dieu était une puissance qu'on ne pouvait pas décrire, qu'on ne peut pas décrire et qui agit dans le monde. Mais ensuite, lorsque l'Europe est rentrée dans une crise religieuse, ils se sont attaqués à l'Église comme un intermédiaire. Comme un frein. Comme un intermédiaire dans la relation entre les hommes et le divin. Mais le fait de faire chuter l'Église a petit à petit fait douter les gens de l'existence de Dieu. Ensuite, certains penseurs, Voltaire par exemple, qui était très offensif contre l'Église, mais il était déiste, c'est-à-dire il pensait que Dieu est cette puissance qui a mis en place les lois de la nature, les lois de la physique, la gravitation, la lumière, etc. Mais que après, il s'est retiré du monde. Donc c'est le déisme. Et derrière le déisme, ça a préparé à l'athéisme, c'est-à-dire dire non, il n'y a aucune réalité en dehors de la matière. La matière, elle est là depuis tout le temps, elle est éternelle, et que petit à petit, cette matière a fini par évoluer et donner la vie, d'où la grande théorie darwinienne. On explique comment, à partir des éléments primitifs, il y a eu tout un arbre phylogénétique qui va définir par arborescence différentes espèces, y compris l'homme, qui viendrait un petit peu un cousin au singe, pour le dire. C'est la théorie de Darwin. Mais au milieu, il y a quand même les Lumières qui sont là, à partir notamment particulièrement en France et en partie en Italie, à travers le développement des arts. Les Lumières qui ont créé une sorte de rupture entre l'attachement des humains à la religion pure et la création du monde, donc de l'industrie notamment, en s'intéressant beaucoup plus à la matière qu'à la spiritualité. C'est ça, à partir du moment, parce qu'il y avait deux grandes approches du monde. Est-ce que c'est l'esprit, à commencer par Dieu, c'est cet esprit-là qui va créer la matière, ou bien c'est la matière qui est la réalité, et le fait qu'il y a eu par l'évolution le monde vivant, animal et surtout humain, qui a fini par créer la pensée. Est-ce que la pensée est le résultat de la matière, ou bien c'est la matière qui est le résultat de l'idée? Ça, c'est un thème philosophique depuis la nuit des temps. Mais ça s'est développé surtout avec Nietzsche. Platon, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Platon expliquait qu'il y avait les idées parfaites et qui allaient finalement se concrétiser, se manifester sous forme de choses réelles, matérielles. Donc le problème avec les encyclopédistes au XVIIIe siècle, qui ont développé le discours rationaliste par Diderot essentiellement, d'Alembert, etc., ont en réalité gagné l'esprit des gens en imposant l'idée que il n'y a rien d'autre que la matière. Et c'est la matière que nous devons contrôler, et avec ce contrôle, nous pouvons faire ce que nous voulons. Et avoir toute la puissance, maîtriser notre vie, mais maîtriser aussi même l'univers. L'univers s'il le faut.
Donc, Mais voilà. c'est à partir de cette période-là qu'il y a une sorte de développement accéléré de l'économie de la matière en général, parce que la révolution industrielle est intervenue juste après l'apparition des Lumières. C'est concomitant, à peu près. Mais j'avais expliqué que finalement, parce que l'être humain, par la curiosité, par le besoin aussi de se sécuriser à titre individuel, familial, etc., il avait besoin d'aboutir à la production d'abord d'aliments suffisants en quantité, et ensuite de se vêtir, de se protéger, de construire, et petit à petit, ça s'est déclenché. Mais comme toujours, lorsque vous arrivez à un certain seuil, le mouvement devient plus ample, hein, ça s'accélère d'un seul coup. Il y a une chape qui saute et puis voilà. C'est ça, mais c'est comme le phénomène en mathématiques, lorsque vous multipliez par 2, par exemple, un chiffre, au début, ça semble très peu, hein, 1, après 2, 4, 8, mais au bout de quelques temps, ça devient incroyable. Donc, c'est exponentiel. Mais j'avais dit, qu'est-ce qui a fait? C'est pas simplement le fait que les gens se soient dit, bon, Dieu n'intervient pas, c'est à nous de maîtriser la matière, on est rationnel et on démarre et on fait une révolution industrielle. Ça s'est fait de manière spontanée. Il fallait d'abord les 4 piliers qui se sont faits en dehors de toute réflexion. Ça s'est fait naturellement parce que l'être humain avait besoin de s'adapter par rapport à sa constitution. Pardon, mais comment expliquer que l'humanité, de manière générale, mais surtout ça vient de l'Occident, il faut pas se leurrer, a fait ce bond en 2 siècles, donc entre le 19e et maintenant, qu'elle n'avait pas fait pendant des millénaires. Ça s'est fait d'une manière absolument rapide qu'on se pose la question, est-ce que les religions n'étaient pas plutôt un frein à cela? Oui, en partie, elles étaient un frein. Et parce que une compréhension humaine de la religion peut faire de la religion non pas une religion divine, mais une religion humaine. Et ça devient un problème. C'est pour ça que j'ai parlé longuement de l'Église. L'Église, ce n'est pas le prophète Isa, Jésus, qui a imposé l'Église. L'Église est venue par la suite. Et elle s'est ça a pris du temps pour que... Ça a pris du temps. Après sa mort. Hein, bien longtemps après sa mort, l'Église s'est constituée en réalité à partir du IVe siècle, lorsque à Byzance, Constantin avait réuni le concile de Nicée où il a ramené tous les prêtres. Il y avait une douzaine de prêtres essentiels au Proche-Orient, hein, en Syrie, Antioche, en Palestine, en Turquie, à Nicée c'était en Turquie, et le Constantin était l'empereur romain mais installé à Byzance qui est devenu Istanbul. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là que petit à petit l'Église s'est constituée, l'Église romaine, et c'est devenu comment dire, le pape, etc. Donc oui, le problème est qu'à chaque fois, les religions peuvent être transformées, elles peuvent dévier. Et au lieu de rester sur l'aspect spirituel, qui est une nécessité pour l'homme, d'ailleurs il y a tout un chapitre sur les bases psychologiques de l'être. C'est-à-dire que l'homme a toujours besoin de croire. Il y a ce besoin de croire. D'ailleurs, pour les musulmans, dans le Coran, il est dit qu'il y a cette alliance. Au moment où Dieu créait l'homme, il lui a expliqué qu'il y avait cette relation et que les humains, d'ailleurs, dans l'islam, kafir veut dire dénégateur. C'est-à-dire, tu sais la vérité, tu sais que Dieu a existé, tu fais exprès mais tu refuses de l'accepter, tu dénies. C'est dénégateur, c'est ça la traduction exacte du mot kafir. C'est pas infidèle. Et donc, le problème est que très souvent, les religions sont ensuite utilisées par les hommes pour des raisons de pouvoir. Et dès qu'on rentre dans ce cycle, dès que des hommes s'approprient la parole divine et disent « moi je t'explique ce que Dieu veut », et moi, je te punis si tu ne fais pas ce que moi je te dis, parce que je te dis, moi, c'est Dieu qui me l'a dit. À ce moment-là, c'est le dérapage. Et on rentre dans des phénomènes comme ça de violence. Ça a été vécu en Europe au XVIe, XVIIe siècle, jusqu'en 1648 à peu près, où avec les accords de Westphalie, ils ont
déterminer des accords, des traités internationaux. Mais on l'a vécu aussi dans le monde musulman, on le vit. On le vit toujours. Justement, j'ai commencé l'émission en parlant de cela, mais quand je lis votre livre notamment, lorsque l'Église au Moyen-Âge, au XIVe siècle, je crois, a commencé à régenter la société avec le glaive, justement, vous parlez du glaive, c'est à peu près ce que nous vivons aujourd'hui. Oui. Il y a des illuminés qui viennent vous dire que la pluie n'existe pas, que tout, ils veulent vivre comme on vivait au XIVe siècle, au VIIe siècle. Oui, parce que je vais dire des choses qui ne sont pas dans le livre, mais je vais quand même le dire. Oui, c'est pas encore de. Même, je pense que ça va être. Même si ça peut faire grincer des dents, mais il faut qu'on parle en vérité. Franchement, oui. L'islam, en tant que religion pratique, s'est constitué sur la base, bien sûr, du Coran, de la Sunna. Essentiellement, et dans la Sunna, vous avez tout le comportement du prophète qui a été rapporté et aussi le hadith. Or, tout le monde sait que le corpus législatif, le fiqh, a été constitué à peu près 2 siècles après la mort du prophète. Donc, beaucoup de choses ont été inventées. Et 2 siècles après la mort du prophète, il y avait déjà eu des dissensions très importantes dans la Ummah. Ça a commencé avec les khalifes, les Khulafa Rashidoun, ça a commencé très tôt, les conflits. On n'en parle pas beaucoup, mais la réalité est là. On a au moins 3 khalifes qui ont été assassinés. Le premier Abu Bakr, on pense, qui est décédé rapidement, bien que des conditions pas très claires. Mais ensuite, les Omar, Uthman et Ali ont été assassinés. Et ça a créé tout de suite le schisme autour de l'autorité, autour du pouvoir que pouvait avoir l'État islamique en essence, entre ce qui est devenu plus tard le chiisme, les chiites qui étaient autour de Ali, et les sunnites qui étaient autour de Muawiyah. Alors rien n'indique que le prophète devait transmettre le pouvoir. Oui, bien sûr. Pas la religion, mais le pouvoir. Oui, absolument. Ensuite, même lorsque la dynastie Omeyyade, les Amawiyin, se sont installés à Damas, il y a eu beaucoup de frictions, de tout point de vue, politique, mais aussi théologique. C'est-à-dire, quelle explication donner au Coran, comment le traduire, comment traduire la vie religieuse à travers le Coran, etc. Et là, il y a eu, tout le monde le sait, énormément, par exemple, de hadiths du prophète qui ont été purement et simplement inventés pour les utiliser au profit du pouvoir. Et ça a créé des mélanges dans la tête des gens. Mais on le voit jusqu'aujourd'hui. Nous sommes toujours dans un conflit qui a démarré au 8e siècle. Au 7e siècle. Avec les premiers califes. Bien sûr, qui a démarré au 7e siècle, juste après la mort du prophète, mais Ali a été assassiné, si j'ai des bons souvenirs, en 656 ou quelque chose comme ça. Donc, 20 ans à peu près après la mort du prophète. Absolument, qui était décédé en 632. Mais nous vivons à cause de problèmes politiques et de pouvoir de l'époque, nous les vivons aujourd'hui. Le monde musulman est éclaté, explosé entre chiisme, sunnisme. À l'intérieur du chiisme, vous avez plusieurs aussi branches. Jusqu'à présent, les gens vivent sur des explications. Par exemple, un gros problème qui s'était posé dès le temps des Amawiyin, Omeyyades, donc dès le 7e siècle, sur est-ce qu'il fallait lire par la raison le texte religieux ou il fallait simplement laisser la foi diriger le monde. Et d'où le grand mouvement des Mu'tazilites qui était apparu. Les Mu'tazilites qui pensaient que c'est la raison qui est un don divin et qu'il fallait qu'elle domine la gestion du monde, les affaires du monde. Juste après, il y a eu l'Ash'arisme qui domine jusqu'à présent dans le sunnisme, et l'Ash'arisme qui dit non, il n'y a pas de libre arbitre en fait, tout est prédestiné, tout est décidé par l'omnipotence divine, et donc en réalité, tout ce que l'on fait était prévu, qui pose un grave problème. Si tout était prévu... Donc ça n'incite à ne rien faire dans la vie. Ça n'incite à ne rien faire, et en même temps, pourquoi y a-t-il le jugement en dernier ? Puisque je suis promis à faire ceci et cela,
Et si je fais mal, c'est que c'était prévu, mais pourquoi je vais pourquoi aller je en serais enfer? jugé, ouais. Pourquoi je serais... Donc, ces problèmes n'ont pas été résolus jusqu'à présent dans le monde musulman. Nous sommes toujours dans cet esprit où on a mélangé une lecture rationnelle du Coran, un filtrage réel des hadiths, parce qu'il n'est pas admissible que des hadiths contredisent le Coran et on applique le hadith contre le Coran, alors que tout le monde sait qu'il y a beaucoup de hadiths qui ont été manipulés. Et donc tout ça fait que le monde musulman va devoir rentrer dans une phase d'autocritique, où il devra revoir sa façon d'avoir abordé ces textes fondamentaux. Est-il possible de créer des États au sens moderne que vous expliquez dans ces conditions-là? Bon, nous sommes en phase de créer ces États modernes parce que d'un côté, malgré tout, l'islam n'est pas en situation maintenant de bloquer cette évolution. Vous voyez même des islamistes assez radicaux, mais qui en même temps se disent scientifiques, rationnels, etc. Donc, il y a eu une évolution importante. Jusqu'à présent, vous avez les protestants ou les catholiques en Europe, même s'ils ne sont plus qu'une minorité, mais ils n'empêchent pas l'évolution. Et quand il y a eu au 19e siècle le développement industriel, il y avait encore une pensée religieuse dans la société. Donc, il ne faut pas éliminer la pensée religieuse pour pouvoir... C'est beaucoup plus présent aux États-Unis, par exemple. Les évangélistes qui sont très puissants, etc. Deuxièmement, les États d'aujourd'hui, ce sont quand même des États qui se sont beaucoup modernisés, à l'image de ce qui se faisait en Occident. L'État algérien est quand même un État organisé, structuré, administré. On peut critiquer la façon dont il agit, les bureaucratiques ou autres, mais n'empêche qu'il y a un État qui est là, qui a les moyens de se défendre, qui a des institutions. On ne dépend pas, comme dans les États médiévaux, qui étaient liés à des dynasties. Hein, c'était l'Habsbourg mais même pour parler des États médiévaux en Afrique du Nord. Il y a eu les dynasties berbères, par exemple, mais qui étaient rattachées à des dynasties, à des familles. Et ensuite, bon, d'où le célèbre... Mais c'était la tendance de l'époque, même en Europe. Oui, partout. Mais je dis, là, on est rentré dans le monde moderne. Même dans les pays, vous allez des pays du Golfe, sans avoir à désigner tel ou tel pays, mais vous voyez bien que même s'ils gardent un pouvoir familial, mais ils construisent des États. Donc, alors on a dit que l'islam, et je pourrais aussi le montrer plus longuement, dans ses fondements, il aurait dû, les musulmans auraient dû profiter de l'islam autrement, hein, et on aurait pu aller beaucoup plus vite, parce qu'il y a une dimension rationnelle, etc. Mais ça, on reviendra plus tard. Les États sont en formation, les nations aussi sont en formation. Les nations au sens moderne. Je pense que clairement maintenant, beaucoup de peuples se sont plus ou moins intégrés en nations. Vous avez l'Égypte, la Syrie, l'Algérie, le Maroc. L'Égypte, il y a un peu l'histoire qui a créé un peu le ciment de la nation égyptienne. Oui. L'Algérie, c'est surtout la lutte pour son indépendance. Oui. Mais il y a des États qui n'arrivent pas, notamment dans le Sahel, qui n'arrivent pas à se... Oui, moi je les parle... États coloniaux, les États qui sont nés après les colonisations, qui sont pas... Mais Anna, c'est pour répondre à votre question, est-ce qu'il faut en quelque sorte sortir de la religion pour pouvoir faire une modernité? Donc, je disais pour les pays musulmans. Pardon, est-ce qu'on peut séparer la religion de l'État? Est-ce qu'il le faut? Absolument. Oui, il faut que la religion, elle a un rôle. Et on ne doit pas essayer de la liquider. Ça serait une erreur fatale, mais il ne faut pas mélanger les deux univers entre l'État et la religion. C'est-à-dire que la religion doit rester dans la sphère sociétale, de la famille, de l'individu. Et même si elle est prise en charge par l'État, parce que c'est l'État qui a les moyens, d'organisation, qui a le pouvoir, il doit laisser la place à la religion, il doit accompagner la religion, mais ne pas laisser un discours religieux dominer l'État. Mais est-ce que dans une démocratie, est-ce que
un État peut intervenir, par exemple, dans le discours politique aux religions et religieux. Non, il ne doit pas intervenir dans le discours religieux. Non, pour empêcher, par exemple, là, par exemple, il y a des discours parfois qui sont clair. dangereux, qui sont extrêmement dangereux. Oui, parce que le problème est que tant que nous n'avons pas stabilisé les relations entre l'État, la religion, la nation, tant qu'on n'a pas réussi à stabiliser ces éléments-là, bien sûr que l'État doit intervenir. Parce que sinon, les choses vont s'effilocher, ça va s'émietter, ou on va aller vers des conflits qui vont devenir ingérables. Nous l'avons vécu dans les années 90, où des gens se sont permis de dire qu'ils avaient la parole de Dieu et qu'à ce titre, ils avaient le droit d'égorger les gens. Et dès que vous arrivez à ça, comment vous vous défendez? C'est l'État qui défend. Parce que là, vous mettez en péril la sécurité même, non pas de l'État simplement, mais la sécurité des populations. Or, l'État vient comme réponse à la demande d'une sécurité de la population. C'est ça l'essence même d'un État, c'est sécuriser les populations. Alors, quand il y a une déviation à l'intérieur de la société, c'est à l'État d'y faire face, c'est à l'État de mettre une barrière. Donc, empêcher que le discours religieux empiète sur le discours politique. Mais d'un autre côté, il ne faut pas que le discours politique utilise la religion pour le bénéfice politique. Dans un sens comme dans un autre. Juste une dernière question, parce qu'on arrive au terme de l'émission. Vous avez annoncé un deuxième tome à cet ouvrage. On aura quoi en gros? Alors je voudrais juste, parce que finalement on a parlé de la première et deuxième partie du livre un peu, mais pas de la troisième. Je finis le livre par une partie pour faire une critique de la modernité. Et les excès, l'individualisme, les excès de cette modernité, où c'est qu'elle va mener, d'où d'ailleurs dans le titre Genèse et destin de la civilisation occidentale. Et c'est là où il faut qu'on fasse très attention, qu'on ne doit pas aller les yeux fermés vers une modernité pour la copier et la ramener. Et il faut la construire. Nous sommes en train de sortir d'une société traditionnelle qui a été formée depuis des siècles, mais nous sommes sortis de cette tradition sans en prendre conscience. C'est-à-dire que nous avons maintenant déstabilisé les repères dans la société, nous avons déstabilisé nos valeurs anthropologiques et nous n'avons rien proposé en retour pour reconstruire quelque chose qui soit viable, qui prenne en compte justement comment on construit une modernité, mais sans tomber dans les travers de la postmodernité que nous voyons aujourd'hui, avec, comme vous le dites, l'individualisme exacerbé, avec la surexploitation de la nature. Voilà, ou les histoires où les gens font ce qu'ils veulent de leur corps et des choses comme ça, ou le transhumanisme, etc. Donc, il y a un équilibre à obtenir. Et ça, il faut que l'élite algérienne réfléchisse sur son projet de société. Comment on va construire ce projet de société? Comment on peut sortir des mauvais repères que nous avions dans une société traditionnelle qui nous bloquaient? Elle nous bloquait dans les rapports hommes-femmes, elle nous bloque. Nous sommes dans une société asymétrique, nous sommes conformistes, nous revenons toujours au passé pour résoudre un problème qui se pose dans l'avenir. C'est comme si nous avons honte de regarder le présent et l'avenir aussi. Donc il y a un fonctionnement mental des individus qui est lié aux structures traditionnelles. Donc il faut se détacher de certaines structures traditionnelles, qui freinent, mais en même temps proposer quelque chose de nouveau. Si on veut sortir d'une maison qui est vieille, mais avant de la démolir, il faut avoir où aller. Il faut construire quelque chose de nouveau. Et ça, on ne le propose pas. C'est-à-dire, on donne juste sur le plan politique un discours politique plein de promesses, mais il n'est fondé sur rien. L'élite algérienne est un peu dispersée, éparpillée. Il y a des gens brillants, etc. Mais chacun est pour soi parce qu'on n'arrive pas à travailler en commun. Et ça, la société algérienne est devant maintenant son destin. Est-ce que nous pouvons réellement nous prendre en charge, réfléchir comment construire notre société, qu'elle soit équilibrée, plus juste, qui permette l'épanouissement de chacun, mais en le faisant avec le plus court chemin et non pas tomber dans des conflits
tel que nous avions connu dans les années 90, par exemple, puisque c'était un des symptômes de notre sortie de la tradition et d'aller vers quelque chose qui n'avait pas été pensé. Ben, merci beaucoup, Sofiane Djilali, c'était passionnant et ça sera surtout passionnant si vous arrivez à lire ce livre, La modernité, genèse et destin de la civilisation occidentale contemporaine. C'est chez les presses du Chélif et de Djil Jadid. On retrouve dans presque toutes les librairies. Les bons librairies qu'il en reste, parce que oui, malheureusement très peu. Dans beaucoup de villes intérieures, il n'en reste pas beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi. Un plaisir, merci. Et ça sera un plaisir aussi de vous inviter pour une autre émission. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous souhaite une bonne soirée. Je remercie Miloud qui m'a accompagné. On va se retrouver dans une nouvelle émission avec un nouvel invité. Bonne nuit à tous. Merci.